Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 19 du podcast Inspiration. Avant de commencer le podcast, on voulait vous avertir que nous avions eu quelques problèmes techniques lors de l'enregistrement, en commençant par une coupure de réseau qui nous a obligés à faire le podcast en deux séquences. Et vous allez apercevoir dans la première séquence que les micros ne sont pas connectés avec la plateforme Zoom. Ce n'est aucunement de la faute de Drummond Music, c'est de la note. On va s'améliorer et sur ce, bonne écoute! Hey, bienvenue à Inspiration. Aujourd'hui, une 19e fois. On approche du chiffron, hein? On approche du 20. Puis souvent, quand on a des chiffrons, moi je dis ça comme ça, là, on a rarement fait ça en petit. Oui, effectivement. On se souvient d'un Louis Morissette à l'épisode 10. Ouais, fait que moi, je veux pas rien dire, je veux pas nous mettre de la pression pour rien, mais moi, je mettrais une alarme pour l'épisode 20. Puis on commence fort aujourd'hui aussi avec l'épisode 19. Crime, c'est tout un entrée pour Oui. le repas principal de l'épisode numéro 20. Juste avant de commencer, on va présenter encore notre fidèle commanditaire. Isaïe, veux-tu nous en parler? Donc, notre commanditaire d'aujourd'hui et des 5 derniers épisodes, Ah, à au peu moins, près, au ouais. moins. Drummond Music, qui nous permettent d'avoir ces micros-là juste ici, qui nous permettent d'avoir un bon son. Donc, allez les encourager en cette période difficile, vu qu'il n'y a pas d'événements. Eux autres, toute leur partie événementielle ne peut pas fonctionner. Donc, instruments de musique, accessoires de son, allez les voir, allez les encourager au lieu d'encourager les gros noms de ce monde. Oui, c'est exactement bien dit, ça, Isaïe. Finalement, on continue avec le plan de match. Le plan de match qui est notre plateforme web sur le www.inspiration.com. Justement, j'ai eu la question Inspiration. Oui, les traits d'union sont dans le nom de domaine du site web, donc www.1-sport-action.com. C'est là où se retrouve le plan de match où 7 rédacteurs écrivent sur 7 sports différents. C'est super le fun. On a 2 nouveaux rédacteurs, Louis-David Hull pour le hockey et Charles Dionne pour le soccer. 2 gars super motivés, super compétents qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs avec leurs articles. Donc, on est super fiers de les compter maintenant dans notre équipe. Puis, je vous invite aussi à aller voir les vieux de la vieille qui sont là depuis le tout début. Oui, tout à fait. Ouais, good. Fait que, on va commencer aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir cet invité-là. J'aurais pas pensé l'avoir un jour parce que je ne savais pas, mettons, comment entrer en contact avec lui ou j'avais juste pas imaginé qu'on pourrait l'avoir un jour au podcast. C'est quelqu'un qui est un des 3 seuls, Isaïe, à avoir marqué 70 buts dans la Ligue junior majeure du Québec dans les 20 dernières années. Il a inscrit là-dedans 343 points en 334. Tabarouette, j'ai de la misère avec mes mathématiques. 343 points en 334 matchs dans la même ligue. C'est quelqu'un qui a joué aussi au hockey pro. C'est quelqu'un maintenant qui coach. Il a joué avec un certain David Desharnais qui a été centre numéro 1 du Canadien pendant quelques années. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Boisclair. Bienvenue à Inspiration. Hey, merci beaucoup, messieurs. Merci de m'avoir. C'est nous qui te remercions. On est vraiment choyés de t'avoir aujourd'hui. Pour vrai, ça a été vraiment un addon là, que tu croises mon père à une fête de 50 ans de quelqu'un. Puis on ne dira pas son nom pour ne pas la vieillir. Mais ouais, c'est ça. Ça a été un addon que tu le croises. Puis là, mon père m'a dit Hey, j'ai parlé avec Maxime Boisclair tantôt. J'ai dit Tabarouette, passe donc d'inspiration. Puis comment ça s'est passé, cette conversation-là? Ton père m'a parlé un peu de ton projet, puis honnêtement, ça a piqué ma curiosité. Puis quand il m'a dit là, que tu aimerais ça m'avoir, là, c'était pour un go. Là, j'avais vraiment envie de faire partie là, de cette aventure-là. C'est gentil pour vrai que tu as accepté. Nous, on est super reconnaissants. Puis on va vraiment avoir du fun aujourd'hui. J'en doute vraiment pas. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Maxime, comment le hockey a commencé pour toi dans ta vie? Hey, ça, c'est comment que le hockey a commencé. Moi, dans le fond, comme je viens d'Haïti, je suis arrivé ici, j'avais 3 ans, j'ai été adopté.
OK. Puis mon père, mes parents, dans le fond, il y avait un buffet. Ça s'appelait Buffet Boisclair dans le temps. Et OK. puis, c'est eux qui faisaient toutes les. C'était un traiteur, puis ils faisaient plein de repas. Puis, c'est eux qui s'occupaient des voltigeurs de Drummondville quand il y avait des repas d'équipe, où il y avait des activités de Noël, puis tout. Donc, moi, à chaque fois que j'allais là, j'étais le petit gars qui se promenait dans les voltigeurs, qui regardait les joueurs, puis que j'étais tout emballé. Puis mes parents aussi avaient un billet de saison, fait que j'allais voir les voltigeurs, puis j'ai tout le temps voulu, à partir de là, jouer au hockey. Quand j'ai commencé au hockey, j'avais 5 ans. OK. Puis, t'avais-tu un talent tout de suite ou au début, ça a été plus difficile? Et c'était non, je te cacherai pas que j'avais vraiment pas de talent, là, Ah, honnêtement. ouais. Il me semble qu'on entend tant d'histoires de ceux qui sont devenus bons, qu'ils brûlaient à la ligue. Quand ils étaient pee-wee, ils marquaient 20 buts. Non, non, honnêtement, moi, quand j'ai commencé, là, je te cacherai pas, puis même mes parents, mes parents m'en parlent encore, là, quand j'étais novice, là, si il y avait un abat dans un coin, là, c'était pas mal à cause de moi parce que j'avais Ah, tombé, puis ouais. j'avais fait tomber tous les autres petits garçons, là. Fait que, non, de ce côté-là, mon coup de patin, ça n'a jamais été ma grosse force. La seule fois que j'avais beaucoup de persévérance, tu sais. Hey, je pense que jusqu'à novice, là, je patinais avec une chaise. Là, puis, Ah, même, ouais. même avec la chaise, elle ne voulait rien savoir de moi. Là, fait que, Ah, ouais. ouais, fait que j'ai vraiment persévéré de ce côté-là. Là. Fait que d'après moi, si à l'âge novice, si quelqu'un avait eu à gager entre moi et Maxime pour faire la Ligue junior, on aurait peut-être gagé sur moi. Ça se Qui pourrait l'eût bien. cru? Ça se Parce pourrait que bien, honnêtement. novice, j'avais passé l'étape de la chaise. Là. OK, non, non, mais moi, j'ai joué novice A. Ensuite, j'ai fait le camp de la tombe 2B. J'ai pas fait l'équipe. OK. Donc, ça, c'était ma première coupure à vie, là, Ouais. que je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Je faisais on s'entend dans ce temps-là, là, tous mes amis étaient à tombe 2B ou à tombe 2A. Moi, fait que là, j'ai joué à tombe A à Saint-Cyril. Puis là, ça a bien été. Puis l'année d'après, j'ai joué à tombe 2A. Mais comme je te dis, là, j'ai joué novice B, novice A à tombe A. Là. Fait que je pense que personne allait penser qu'un jour, j'allais faire autant de points là, dans le junior majeur. Puis là, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, t'es devenu pas pire parce que je peux pas croire qu'une équipe de la Ligue junior t'a fait confiance si t'avais encore besoin d'une chaise. Mais c'est sûr que à partir de la tombe de. Ben, comme mon année à tombe A, j'ai vraiment pris beaucoup de confiance. On avait une très bonne équipe. Je pense qu'on a gagné 4 tournois sur 5. Puis la cinquième, on a perdu en finale. On a gagné tout. On a vraiment tout gagné. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Mon année à tombe 2A, ensuite, là, j'ai eu beaucoup de. À partir de la tombe 2A, après ça, j'ai fait à tombe 2A, puis oui 2A, puis oui 2A, Bam Tam 3A, excuse-moi. Midget 3. Fait que, après ça, j'ai tout le temps été dans les plus hauts échelons. Okay. Je te cacherai pas que mon physique m'aidait beaucoup. J'étais plus grand que les autres. Mais mon coup de patin a tout le temps été mon talon d'Achille, disons, de mon jeu. Mais à tombe 2A, puis oui 2A, on appelle ça une grosse shot, comme on dit dans le temps. Là, fait que ça m'a servi beaucoup là, à m'aider à faire des points. Puis là, comment ça s'est passé quand tu as dû faire le passage de Midget 3 à la Ligue junior majeure du Québec? Ça n'a pas été facile. Écoute, j'avais eu une bonne saison Midget 3 à Magog. J'avais terminé premier compteur de mon équipe, puis on avait une bonne équipe. On avait perdu en demi-finale en 7 matchs contre les gouverneurs de Sainte-Foy qui affichaient qu'il y avait dans leur équipe un certain Marc-Antoine Pouliot, Steve Bernier, Danny Roussin. En tout cas, on pourrait nommer beaucoup de joueurs là, qui ont réussi à avoir des grosses carrières. Après ça, j'ai été repêché 9e choix au total, Ligue junior majeure du Québec à Sherbrooke, dans les Castors. Le dépisteur-chef dans ce temps-là. Les défunts Castors, ouais. Dépisteur-chef dans ce temps-là, c'était un Drummondvillois, Serge David, gars d'Acton, dans le fond, Serge David, qui avait coaché longtemps à Drummondville, fait qu'il me connaissait. Puis ma première année là, à Sherbrooke, disons que ça n'a pas été facile. On avait une équipe, pas une très bonne équipe. Je pense qu'honnêtement, au mois de novembre, on était déjà exclus des séries éliminatoires. Là. Donc, ouais, on avait 3 saisons, on avait une équipe quand même. À part les 3 saisons, on avait beaucoup de 18-19 ans, mais on avait Joe Canale comme coach. Crème, on en a parlé dans notre épisode avec Daniel Vincelette, je ne sais pas si tu connais. Ouais. On en a parlé de lui. C'est ça, on a eu Joe Canale qui, lui, au mois de novembre, il avait été licencié, remercié. Puis ensuite, j'ai eu Jean Pronovo comme entraîneur. Fait que ça n'a pas été facile.
Mais après ça, là, la deuxième année, là, ça allait mieux. J'ai eu Mario Durocher comme entraîneur. Et Mario ensuite, Durocher, c'est lui qui a gagné la Coupe Memorial là, dernièrement là, avec le Titan, je pense. Ça se peut-tu? Non, ça, c'est Mario Pouliot. Ah, ok, Ouais. ok, j'étais à un nom près. Un nom près. Mario Durocher, lui, a gagné la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville, mon année 16 ans quand j'étais junior majeur. Lui, puis il avait gagné l'année d'avant, non, 2 ans avant, il avait gagné la Coupe Air Canada aussi avec les Cantonniers de Magog, Midget 3. Okay. Fait que ça, c'est Mario Durocher, que lui est venu me coacher à 17 ans, puis à 17 ans, à Noël, j'ai été échangé à Chicoutimi. OK. Puis comment tu as pris ça d'être échangé? J'ai pris ça difficilement, honnêtement. C'est la première fois, honnêtement, pour moi, Chicoutimi, c'était le bout du monde. J'avais jamais été là de ma vie. OK. J'avais joué le midget 3 à Magog, j'avais joué mon junior majeur à Sherbrooke. À chaque fin de semaine, quand j'avais un congé, je descendais à Drummondville, c'était 45 minutes. Ouais. J'avais vraiment aussi un très grand lien d'attachement avec ma famille de pension de Sherbrooke. Donc, quand j'ai été échangé le 22 décembre, je me rappelle d'ailleurs, le 22 décembre, après la dernière game, dans le fond, c'était le 22 décembre, on jouait. Après ça, on tombait en vacances jusqu'au 27. Puis on s'en allait chez nos familles. Puis le 27, on revenait à Sherbrooke. Puis nous, dans le fond, la façon que ça fonctionnait, c'est que le 24 décembre, on recevait ma famille de pension pour Noël à Drummondville, pour passer Noël avec eux autres. Fait que, donc, ça fut un Noël quand même triste, là, parce que on se quittait, mais non, honnêtement, ça a été difficile. Je suis arrivé à Chicoutimi, j'ai pas trouvé mes repères tout de suite. Patinoire olympique en plus, on ne se cachera pas que c'est pour un patineur pas élégant comme moi, là, disons que c'était comme jouer sur un lac, c'était gros pas mal. Là. Fait que, non, ça n'a pas été facile. La vieille aréna de Chicoutimi, c'est une glace olympique? Oui, dans le fond, je savais vraiment pas ça. Ils ont en 2002, moi je suis arrivé en 2002, 2001-2002 à Sherbrooke, puis c'est l'année qu'ils ont fait la nouvelle aréna au Centre Georges Vézina. Dans le fond, ils l'ont fait en glace olympique parce qu'ils voulaient recevoir les championnats mondiaux de patin de vitesse. OK, tabarouette, ça, tu m'apprends vraiment quelque chose. Puis là, tu disais que tu avais pris ça tough d'aller à Chicoutimi, mais tu sais, l'année, 2 ans après, tu as eu une saison de 50 buts, fait que j'imagine que ça s'est placé quand même correct. Là. Oui, ben oui. Ouais, mais je suis quelqu'un qui a quand même l'adaptation facile, rapide. Ouais. Comme je te dis, j'ai été changé en décembre. Fait que disons, de décembre, puis on n'avait pas une très bonne équipe non plus. À Sherbrooke, on avait une bonne équipe. Que, dans le fond, dans mon échange, ils ont échangé moi, Yann Godet, puis Sébastien Courcelle pour Pierre-Alexandre Parenteau pour leur donner une chance d'aller plus loin dans des séries. C'était un push qu'il y avait parce que, dans le fond, ils savaient que s'il n'y avait pas des bonnes ben, dans le fond, même peu importe qu'il y ait des bonnes séries ou pas, il savait que l'année d'après, il s'en allait à Lewiston. Il allait déménager aux États-Unis. Okay. Parce que notre propriétaire à Sherbrooke, c'est un Américain, Mark Joss, que lui, il voulait déménager l'équipe. Fait il voulait vraiment essayer de gagner une coupe avant de repartir. Donc, c'est l'année qu'ils ont échangé Danny Roussin et Harry Mouski. Dans le fond, ils ont fait un petit ménage là, de tous les jeunes pour aller s'essayer pour avoir une bonne chance à la coupe. Fait que quand je suis arrivé à Sherbrooke, de décembre à mars, c'était pas facile. À Chicoutimi, excuse, c'était pas facile. Mais j'ai passé après ça, j'ai eu le temps de me faire de connaître les coéquipiers, puis pendant l'été, puis quand je suis revenu l'année d'après, honnêtement, à 18 ans, je m'étais assimilé à la ville, je m'étais assimilé à ma nouvelle pension, puis tout. Donc ça, c'était rendu correct. Là. OK. Puis, tu sais, parce que t'en as mis des pucks dans le net là-bas. En plus, après, t'as eu ta saison de 70 buts en 70 matchs. Tu sais, parce que ça me fascine, là, cette statistique-là. Tu veux-tu me parler un peu de cette saison-là? Je sais que tu as joué avec David Desharnais, ouais. que nous, au Québec, on le connaît beaucoup à cause qu'il a joué avec le Canadien. Comment ça s'est passé, cette saison-là? Ben, comment ça s'est passé? Hey, ma saison de 20 ans, OK, mais ça part de ma saison de 18 ans. Okay. À 18 ans, j'avais un très bon début de saison. Puis, j'ai fait des petites conneries, là, à un moment donné.
dans une game, je me suis fait mettre dehors de la game. Anyway, j'ai eu 15 matchs de suspension. Par exemple, ça a fait un petit ralentissement dans ma saison. Puis là, après ça, quand je suis revenu, j'ai eu une bonne fin de saison. Puis là, dans les séries, ça a vraiment débloqué. Mes séries de 18 ans, ça a vraiment débloqué. J'ai eu des bonnes séries. Je pense que j'ai eu 16 points en 16 matchs. Puis on a perdu, cette année-là, on a perdu en demi-finale contre les Olympiques de Hull jadis, maintenant les Olympiques de Gatineau qui ils ont gagné la coupe dans ce temps-là avec Maxime Talbot. Puis... Donc là, déjà là, j'avais des bonnes séries. Fait que je suis arrivé à 19 ans confiant. Puis à 19 ans, là, ils m'ont jumelé avec David, Stanislav Lachek. Une bonne saison encore. J'ai eu 51 buts, 108 points. Puis j'ai eu des bonnes séries encore. Puis à 20 ans, là, après mon année de 19 ans, j'ai fait un camp à Tampa. Après ça, j'ai pas fait l'équipe. Je suis arrivé à 20 ans. Puis là, à 20 ans, c'est ça, j'ai eu mon année de 70, 170, puis 130 points. C'est juste une question de... On avait beaucoup de bons joueurs. Là, oui, on parle de moi, on parle de David, mais on avait des Stanislav Lachek qui ont joué qui étaient repêchés 6e ronde dans la nationale. Marek Zagrapan qui avait été repêché première ronde dans la nationale. On avait Francis Véropol. On avait des Francis Véropol, c'est notre deuxième trio. On avait Nicolas Blanchard qui a joué à la nationale ensuite pour les Hurricanes de la Caroline. Puis à la défensive, là, on avait des Patrick Coulombe qui a joué un peu à Vancouver. On avait des Guillaume Brouillette, Julien Brouillette, excuse. Julien Brouillette qui a joué à Washington. Fait qu'on avait beaucoup de profondeur dans notre line-up, dans notre alignement. Puis moi et David, on a tout le temps eu une bonne chimie ensemble. Là, il savait où j'étais, puis moi, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'allais chercher le puck, je donnais. Puis moi, dans le fond, c'était pas compliqué avec David. On avait une règle, là, puis c'était à David. Tant qu'on n'arrive pas à la ligne bleue offensive, tu me donnes pas le puck, je le veux pas, puis après ça, tu me le donneras. Fait que c'était ça la règle. Fait que trouve une façon on trouvait une façon de se rendre dans la zone offensive. Moi, je touchais pas au puck. Puis une fois dans la zone offensive, mais là, lui, il me cherchait, puis il savait que j'avais des bonnes chances de la mettre dedans. Là. OK. Puis toi, tu as été coaché par Richard Martel? Ouais. C'est un personnage de la Ligue junior, ça. Le fameux Richard. Les fervents là, de la Ligue junior, là, c'est une icône. Tu connais-tu? Ouais. Non? Tu connais zéro? Ça, c'est un coach qui aurait comme dû faire la Ligue nationale, mais à cause qu'il parlait pas un mot... Ça se peut-tu qu'il parlait pas un mot anglais? Non, il parlait pas anglais, Richard. Ouais, c'est ça l'a vraiment limité. Ah ouais? Ouais, j'ai eu Richard 3 ans. 2 ans et demi, dans le fond. Ça a été... je pourrais écrire un livre. Souvent, je parle souvent avec David encore. Je parle avec les gars qu'on a joué, Julien et tout. Puis c'est le genre de gars qu'on pourrait écrire facilement un livre. Puis il se vendrait beaucoup d'éditions. Là, beaucoup de... Qu'est-ce que tu veux dire par tu pourrais écrire un livre? Richard, c'était un coach qui n'était pas très... J'ai vraiment hâte du mot qui va suivre. Il n'était pas très tactique. Lui, les X et les O, c'était pas sa force. Okay. Mais motivation, lui, c'était sa force. Puis il pouvait aller n'importe où pour trouver la façon de te piquer, puis d'aller te chercher le meilleur de toi-même. Puis des fois, dans les meetings d'équipe, là, il faisait des choses, puis c'était... Alors, faut que tu nous donnes des anecdotes. Là. Tu nous as là, ici. Là. On s'entend qu'en 2020, là, il ne pourrait plus faire ça. On s'entend, là, mais... Il n'y a personne qui nous écoute, là, Max. Genre... Non, c'est ça. Non, mais juste l'épisode, OK, je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu plus jeune, là, mais l'épisode, j'avais 19 ans, OK? On est à Rimouski, des séries éliminatoires contre Sidney Crosby. On perd 8-0. 8-0. On ne touche pas au puck. Crosby en avait 7, genre. D'après moi, il est gaucher, il a joué de droitier puis il a 4 buts ce soir-là. Honnêtement, on n'était pas là. Puis là, les journalistes, ils rentrent dans le bureau, dans la chambre à côté où que Richard, c'était son bureau. On joue à Rimouski, puis là, il demande à Richard, oui, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, Richard, lui, il dit, voyons non, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Allez jouer les... Je dis, non, c'est après la game, là. Il dit, allez demander aux joueurs. Puis là, il y a le journaliste puis le caméraman. Richard, il fait rentrer le journaliste et le caméraman dans la douche.
Nous autres, on est dans les douches. douches, là. Ben oui, on a Ben 16, 17, 18, 19 ans, donc. là. Tu sais, c'est ça de dire, en 2020, là, tu peux pas faire ça, là. En 2020, t'es en arrière des barreaux, là. T'as jamais fait ça avec tes joueurs? Non, non, non. Fait que c'est ça, fait que là, il a fallu que je sorte les journalistes. Tu sais, puis là, il y a des gars qui ont en petite serviette, il y en a qui sont tout nus sous la douche, là. Il a fallu sortir les journalistes là. En allez-vous-en, on aime vous parler après, là. Tu sais, des affaires de même, d'un game, là, je me rappelle, tu sais. Tu sais, le genre de gars qui marche en arrière des joueurs, puis il parle tout, mais il pense qu'on l'entend pas, mais il sait qu'on l'entend. Ouais. Mais tu sais, il dit ma première ligne, à soir, ça leur tente pas. Ils sont pas bons à soir. Ils sont pas bons à soir. Tu sais, il sait qu'on l'entend, mais tu sais, il parle pas de nous autres, là, tu sais. Hey, on va mettre ton podcast sur pause, Max, puis on va faire un podcast Richard Martel. Mais tu sais, c'est ça, j'ai dit, Richard, t'es là. Tu sais, juste pour aller te piquer, pour être sûr de vouloir, tu sais, comme, là, mon David, puis Francis Véropol, ou je me rappelle, c'était Francis Lemieux, l'autre, on était là. Ça dépendait du temps, on changeait de doyen, on était là. Hey, on va s'y montrer, là, tu sais. Puis là, on allait, on faisait un chiffre, on la mettait dedans, puis on était là. Bon, c'est beau, là, on va nous crisser à la paix pour le reste de la période, tu sais. Tu sais, il voulait aller nous chercher, puis il savait comment aller nous chercher. Tu sais, toutes des petites affaires de même. Des meetings d'équipe, puis il pouvait parler de nos blondes, puis là, je te dis, c'était... Voyons donc. Non, je te dis, on pourrait écrire un livre sur Richard, là, mais... En tout cas, si tu veux l'écrire, moi, je t'en achète. Tu sais que tu vas en vendre au moins une ça va être l'enfer. Honnêtement, ça va être l'enfer parce que Richard, il n'a pas juste coaché moi, il a coaché Jean-Pierre Dumont, il a coaché Robert. Puis là, en plus, on sentait que moi, là, il s'était assagi. Là. Okay. C'était comme rendu en 2005. Là. J'avoue que montrer le monde dans la douche, c'est raisonnable. Fait que peux-tu imaginer en 98, en 2, oublie ça, là, tout ce qu'il a fait avant. Puis à chaque fois que. C'est ça qui est le fun, parce qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui a eu Richard Martel comme coach, il y a comme un déclic, les deux, tu fais comme hey, tu comprends ce que je veux dire, hein? Puis là, lui, la personne, elle a des histoires, toi, t'as des histoires, puis là, t'es comme OK, ouais, c'est le même gars, là. Fait que, ouais, c'est Richard. J'aimerais ça que, mettons, quelqu'un écrive d'un livre sur ses expériences avec Richard, mais que Richard écrive un livre de pourquoi ses stratégies. Tu sais, un genre de coach, un genre de livre à la Danny Dubé, mais Richard Martel. Mais tu sais, le pire, c'est que je pense pas que Richard faisait ça pour mal faire. Là. Tu sais, lui, son but, c'était de sortir le meilleur de nous autres mêmes. Puis je pense pas qu'il faisait ça personnel, puis il voulait nous blesser, whatever. Tu sais, c'est sa façon de lui de trouver comment nous rendre meilleurs. Puis c'est ça. C'est ça, tantôt, tu as dit que tu as joué contre Sidney Crosby. Oui. Tu es la première personne, en tout cas, dans ma vie que je parle qui a joué contre Sidney Crosby. Fait que là, pour mon ami Kevin Leblanc, qui est le plus grand fan de Sidney Crosby, et pour mon plaisir personnel aussi, c'est quoi jouer contre Sidney Crosby? J'ai joué contre Sidney Crosby 2 ans. OK? Son année de 16 ans, son année de 17 ans. Puis on s'entend qu'après ça, il n'était plus là, il était à Pittsburgh. Là. Puis, en plus, on était dans la même division, fait qu'on jouait 8 fois contre dans l'année. Okay. Je peux te le dire que Sidney Crosby, je suis plus capable de Sidney Crosby. À un moment donné, on s'entend que lui, il était tellement... Il était exceptionnel. Tu sais, quand on dit exceptionnel, là, il était fort physiquement, même à 16 ans. Là. Il est arrivé à 16 ans, moi j'avais 18 ans, puis il jouait contre des 19-20 ans, puis il était fort physiquement, puis on avait de l'air des... On dirait que c'était un homme parmi les enfants, là, tu sais. Et j'ai jamais vu quelqu'un avec... Puis, tu sais, j'étais chanceux parce que j'ai joué du hockey d'été avec Marion Gaborik, tu sais, parce qu'on avait le même agent, puis on avait des écoles de hockey à Montréal. Petit joueur. Puis, son explosion à Crosby, là, de la ligne bleue à la ligne bleue, là, c'était incroyable. C'était comme 2 coups de patin, puis il était parti. Tu sais, lui, là, 2 coups de patin, il était parti, puis il était loin de toi. Là. Tu venais de le perdre dans la brume. Là. Puis il était fort physiquement, puis il shootait. Il lançait aussi fort du back-end que du forehand. Il était tellement intelligent. Puis en plus, là, il était tellement bon que là, tu te dis, je peux pas le laisser 1 contre 1 contre mon défenseur. Puis là, tu allais dessus, il attirait 2-3 dessus, il faisait une passe à quelqu'un, puis là, finalement, c'était peut-être pas le jeu à faire, tu sais. Mais c'est un gars qui travaillait fort, tu sais. Il avait le talent, puis il travaillait fort, là. Il était tellement, on appelle ça le hockey strong sur le puck, là, tu sais. Tu peux pas y enlever le puck, là. Lui, t'avais l'air d'un enfant d'école comparativement à lui. Là. OK. Puis, tu sais, qu'est-ce que vos coachs disaient pour le contrer? Nos coachs, ils me disaient... faut que tu gagnes ta bataille one-on-one.
Fait que là, nous autres, dans notre temps, on dit ouais, mais comment? Ouais, c'est ça. Mais non, mais il dit essaie de rester entre ton filet et le joueur. Puis le problème, un peu, ben, c'était pas un problème parce qu'on s'entend que Crosby, c'est lui qui faisait vendre des billets. Puis Ouais. il était la coqueluche quand même de la ligue. Là, mais on s'entend qu'en plus, il y avait des passes droits. Là, dès que tu touchais un peu et tu tombais, mais tu avais un 2 minutes. Et tu peux pas être très physique contre lui. Fait que là, en plus de. C'est ça, fait que là, tu peux pas lui laisser de l'espace, mais là, dès que tu y touchais, tu donnais 2 minutes. Fait que là, c'était quand même très difficile à jouer contre lui. Là. Ouais. Mais tu faisais le mieux que tu pouvais. Tu essayais de lui donner les lancers avec la pire angle là, de lancer. C'est ça que tu donnais, mais souvent, il finissait avec 2 buts, 3 passes pareil, là, sa game-là. Puis tu étais content parce que tu avais donné juste 5 points. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu as vécu la rivalité Québec-Chicoutimi, qui est pas mal la plus grosse rivalité dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est comment de jouer devant tu as 18, 19, 20 ans, puis de jouer dans un aréna de calibre Ligue nationale pleine? Ça doit être assez intimidant pour un jeune joueur. Ben, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai tout le temps carburé par la pression, puis carburé par les... Ben, ça va être drôle à dire, là, mais par les injures des partisans. Fait que, quand on allait, la rivalité de Chicoutimi-Québec, quand on allait à Québec, puis en plus, on avait une très bonne base de partisans à Chicoutimi aussi. Fait que là, à chaque fois qu'on allait à Québec, il y avait comme 15 000 personnes, mais sur 15 000, il y en avait au moins 6 000 de Chicoutimi, tu sais. Okay. Mais là, en plus, c'est comme je te dis, je carburais là-dessus, tu sais. Tout le monde rêve de jouer dans un aréna plein. Puis nous autres, on savait qu'en plus, que là, on venait jouer, je sais pas moi, le mercredi à Chicoutimi contre Québec. Puis là, je sais pas, il y avait eu 4 bagarres. Puis là, pas 3. Il avait sûrement dit quelque chose de la merde dans le journal. Puis là, Richard, il a dit de la merde. Puis on savait qu'on s'en allait à Québec le vendredi. Puis là, ça allait être... le monde nous attendait, puis Québec nous attendait, tu sais. Puis c'était pas stressant. Peut-être parce que par la shape que j'avais, par l'âge que j'avais, mais c'était stimulant, tu sais, parce que là, dès que tu scorais un but, là, tout le monde commençait à paniquer du côté de Québec. Là, tu scorais un but, là, la foule le levait. Moi, honnêtement, je carburais là-dessus. J'ai adoré ça, puis ça a été la plus belle rivalité que j'ai eue, là. OK. Vas-y. Ouais. Puis là, après ta carrière junior, tu as eu une carrière professionnelle. Tu as joué, je ne pourrais pas toutes les énumérer, tu as joué en France, au Kazakhstan. C'est quoi ton plus beau moment de carrière professionnelle? Mon plus beau... c'est sûr que quand j'ai joué ma première game américaine, mes camps pro, c'est sûr que c'était quelque chose de gros, là, mais ma première game Ligue américaine, ça a été quelque chose de gros, mais ma dernière année, en 2013, j'ai perdu en finale de la Coupe Kelly. Ça, c'est dans l'East Coast. Puis ça, honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Je pense qu'on avait terminé 6e ou 7e dans la Ligue dans notre conférence, puis on a perdu en finale contre Reading. Je jouais à Stockton dans ce temps-là en Californie. Puis ça, c'est l'année que j'avais commencé au Kazakhstan. Ma saison, dans le fond, au Kazakhstan, là, c'est comme dans la Ligue de Russie. Puis les autres là-bas sont un peu fous. Là. Dans le fond, notre camp d'entraînement il avait commencé le 20. Je me rappelle exactement, le 23 juin, j'avais commencé mon camp d'entraînement. Puis là, le camp d'entraînement là-bas, c'est 2 pratiques par jour de 2 heures, un workout, puis c'est 2 workouts. C'est comme tu commences ta journée à 5 heures le matin, puis tu finis ta journée le soir à 7 heures, là, de 5 à 7. Puis, ouais, fait que puis moi, j'avais été là juste pour te dire, je suis arrivé au camp, parce que j'avais pas eu le temps de m'entraîner beaucoup dans cet été-là. Là. Je m'entraînais avec François Pellerin, celui qui s'occupe des Vultures de Drummondville. J'étais parti de Drummond à 227 livres. Puis là, c'est ça. Dans le fond, le camp commence le 23 juin, puis la saison commence au mois de septembre. Fait que juste pour te dire comment que le camp est long, j'ai commencé la saison à 201 livres. Là. Fait que j'avais perdu 26 livres. Calvin. Oui, parce que les autres là-bas, comme je te dis, c'est vraiment là, l'ancienne Yougoslavie. Là. Tu t'entraînes dans le bois. Dans le fond, je vais te dire un portrait type d'une journée. On se lève le matin, parce qu'en plus, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce qu'il oublie de dire dans le contrat? C'est que tu t'en vas pendant 1 mois en retraite fermée, dans le bois. OK.
Ouais, toute l'équipe dans le bois. Fait que là, tu t'en vas dans le bois, tu te lèves le matin à 6 heures, tu as un workout jusqu'à 7 heures. Là, après ça, tu t'en vas déjeuner. Là, après ça, tu t'en vas faire une pratique, parce que là, ils te ramènent en ville faire une pratique de 2 heures. Puis là, des pratiques de 2 heures russes, tu sais. Fait que là, après ça, tu dînes, tu retournes dans le bois. Là, tu as ton petit power nap. Là, après ça, tu te relèves, OK? Là, tu retournes en ville, tu as une autre pratique de 2 heures. Là, tu soupes. Là, tu retournes dans le bois. Puis à chaque soir, on avait 10 km à courir dans le bois. Ça, c'était à chaque soir 10 km. Puis après ça, mais là, c'était fini, tu allais te coucher. Fait que, puis là-bas, je sais pas si, tu sais, là-bas, les conventions collectives, puis les congés, ils connaissent pas ça, eux autres. Là. Fait qu'on c'était 7 jours sur 7. Là. T'étais-tu payé un salaire oui, correct? c'est un bon salaire. Là. On se le cachera pas. C'est un salaire sans impôts et tout. Là. C'est un très bon salaire, là, mais tu mérites ton salaire. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça doit forger un caractère, là, s'entraîner dans le bois, puis autant. Ben, oui, parce qu'en plus de t'entraîner dans le bois, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on s'entend que là-bas, en Russie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Là. Fait que tout le monde parle russe. Mon coach ne parlait pas anglais. Il n'y avait pas personne qui parle anglais. Fait que là, j'avais comme 6-7 joueurs importés. J'avais comme un autre Québécois, Yannick Riendo, qui a joué pour les Voltigeurs dans le temps. OK. Mais oui, lui, il avait brûlé à la ligue. Ouais, mais l'autre, Yannick Riendo. Ah, OK, tu vois. Ouais, t'as-tu vu? C'est pas le même. Puis j'avais deux Slovaques, puis 2 gars des England, là, de l'Angleterre, dans le fond. Fait que les autres parlaient anglais, mais tous les autres parlaient russe, qui ne parlaient pas anglais. Nous autres, dans le fond, comment ça fonctionnait là-bas, c'est que j'avais un interprète pour moi, puis Yannick Riendo. Puis, dans le fond, pour les 5, mais tu sais, ils étaient plus avec nous autres. Fait que j'avais un interprète. Fait que là, dans une pratique, mon interprète était sur le bord de la bande, puis là, il m'expliquait les drills que le coach m'expliquait, dans le fond. Fait que d'un game, il était en arrière du banc. Fait que là, quand le coach me parlait, il faisait l'interprète d'un game. Puis quand j'avais un meeting, mais j'avais mon interprète. Quand j'avais mon meeting dans le bureau, j'avais mon interprète qui me traduisait tout le temps. Là. Ouais. Mais là, tu es capable de nous faire une phrase en russe? Ben là, c'est sûr que, tu sais, je te dis как дела, ça veut dire comment que ça va ou OK. C'est déjà ça. Ah ouais. C'est ça, как дела, Racho. Ben là, c'est sûr que je te dis Yobanovret sous câblet. Tu sais, ça veut dire. Ça, c'est pas des beaux mots, tu comprends? OK. C'est ça, j'en ai dire. Viens-tu de mettre quand tu dis un sous-câblet, c'est jamais des bons mots, là. Tu sais. Allez sur Google Traduction si vous voulez. C'est ça. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que. C'était quoi la question? Il n'y en avait pas. Là, je suis parti. Là, fait que c'est ça. Fait que. Ah oui, c'est ça. On parlait de mon meilleur moment pro. Mon meilleur. Fait que là, c'est ça. Fait que là, rendu au mois de janvier, là, j'ai comme fait. Je sais, depuis le mois de juin, mon argent il est fait. Là, ma blonde, en plus, est enceinte de mon garçon. Fait que là, j'ai fait, hey, moi, je retourne au Québec. Là, je m'en vais dans une place là, que je vais être capable d'avoir une vie là, maintenant. Là. Fait que je suis retourné au Québec, puis là, j'ai parlé avec le Yannick Riendo qui a pété la ligue. Pas l'imposteur. Fait que là, lui, il jouait à Stockton, en Californie, dans l'East Coast. Puis là, il m'a dit, hey, on cherche un joueur, nanana. Ça, c'était l'année du lockout. Okay. Dans le fond, c'était l'année du lockout de la NHL. Fait que là, après, je pense que c'est en janvier qu'ils ont commencé. Il y a gros du monde qui sont remontés dans le show. Fait que là, moi, je suis arrivé, puis c'est ça, là on s'est rendu en finale, puis on a perdu. Mais tu sais, à Stockton, tu sais, comment tu veux pas être heureux? Tu joues dans une place que tu as des palmiers, il fait 20, en plus, on a perdu au mois de mai. Mon gars, il est né le 28 mai, puis on a été éliminé le 26 mai. Là, fait que, il fait beau, tu t'en vas à l'aréna pratiquer en gogoon. Il y a 8000 personnes d'instant parce que là, il n'y a rien que ça là-bas. C'était incroyable. Là, puis on était. Fait que ça a été mon plus beau moment là, de hockey professionnel. Y a-t-il un moment que tu as cru que la Ligue nationale, ce serait accessible? Y a-t-il un moment? Ben, j'imagine. Ben, c'est sûr qu'après. 70 buts. Je te cacherai pas là, que c'est ça l'affaire qui s'est passée. C'est que après mon année 20 ans, là, j'avais l'Université de Moncton, l'Université de l'UQTR puis McGill qui voulaient m'avoir.
Puis là, je te cacherai pas que, tu sais, j'étais pas un gars qui aimait beaucoup l'école, mais j'étais capable d'aller à l'école puis de jouer au hockey. Fait que, tu sais, dans ma tête, j'étais, est-ce que je vais pro ou je vais chercher un diplôme, puis après ça, j'essaierai pro, tu sais. Mais c'est dur de dire non à un pro quand tu venais de faire 130 points. Tu sais, tu te dis là, il faut vraiment que je surfe sa vague du 130 points. Fait que c'est sûr qu'après mon année de 130 points, là, j'ai fait mon camp à Tampa. J'ai été dans la Ligue américaine. Là, après ça, là, c'est sûr, je me dis, je pense que je suis pas loin. Mais souvent, tu n'es pas loin, mais tu es très loin en même temps. Moi, j'ai signé à Tampa parce que je pensais avoir une chance, mais j'ai joué dans la cause. Après ça, j'ai joué en Ligue américaine un petit peu, mais il y avait tellement de. Parce que là, c'est l'année après le lockout. Puis là, il y avait rentré la règle du 52 ou 54 contrats par équipe là, que tu pouvais signer NHL. Puis là, eux autres t'aiment pas, il y avait déjà plein de contrats de signés. Fait que, moi, honnêtement, absolument, dans East Coast, quand que tu vas jouer en East Coast, là, des joueurs avec des contrats Ligue nationale ou Ligue américaine, t'en as pas beaucoup. Tu en as 2, 3 dans l'équipe. Nous, il y avait. Puis les autres, c'était des contrats Ligue East Coast. Nous, on avait juste un seul joueur dans East Coast avec un contrat East Coast. Toutes les autres, on avait des contrats Ligue nationale, Ligue américaine. Ça veut dire que dans la Ligue américaine, c'était tous des contrats Ligue nationale, Ligue américaine. Hey, honnêtement, j'ai joué à Springfield, j'ai joué. Là. Puis mon troisième, moi, mon goaler, c'était Carrie Rameau, qui a eu quand même une bonne carrière Ligue nationale. Jonathan Boutin, qui avait joué junior majeur. OK? Puis mon troisième goaler, OK, c'était Sean Burke. Hein? Tu sais pas c'est qui Sean Burke? Non, hein? mais ça me. Oui, ben il a joué dans les nationale. Ben oui, il avait 40 ans. Il était troisième goaler dans les américaines. Sean Burke, là c'est lui. Il est maintenant, je pense qu'il est coach et goaler ou en tout cas directeur d'opération en Arizona. Mais là, lui, Sean Burke, c'est un choix de première ronde. Je pense qu'il avait été repêché dans la Ligue nationale en 89. OK. Fait que moi, là, c'était mon troisième goaler dans la Ligue américaine. Là, juste pour te dire comment Tampa, il y avait des contrats de loadés. Là, moi, je jouais avec un Sean Burke. Je jouais avec un Andy Delmore qui avait joué dans la Ligue nationale 2 ans de suite l'année d'avant. J'avais comme plein de gars qui avaient joué en nationale dans la Ligue américaine. Fait, il n'y avait pas beaucoup de place dans la Ligue américaine. Fait, mais c'est pas une excuse pour que je n'ai pas joué en Ligue nationale. Là. Je t'explique juste que à un moment donné, tu penses j'ai une chance. Ben, Simonac, t'es beaucoup plus loin que tu penses. Ouais. OK. Puis moi, là, j'ai eu un scoop là, de notre invité de l'épisode numéro 15, Mathieu Audet, comme quoi que tu étais aussi bon au baseball qu'au hockey. Là, on va juste me tasser là, pour ceux qui écoutent sur iTunes, c'est super bon ce bout-là. Là. Mais genre, en ce moment, j'ai le chandail de Maxime derrière moi du Broc du club de baseball à Drummondville. Peux-tu me parler un peu de comment que tu as su manager les deux sports? Mais j'ai tout le temps aimé le baseball. Honnêtement, ça a tout le temps été un sport que j'aimais. La seule raison pourquoi... deux raisons. Là, pourquoi j'ai choisi le hockey. Parce que le baseball, un moment donné, j'étais rendu... quand il fallait que je choisisse entre midget 3, junior, midget 3, hockey, j'avais des maux de coude, des maux de coude et des maux de bras. Fait que je me dis, là, si j'ai 16 ans, j'ai déjà mal dans le coude. Je sais pas, je suis capable de jouer plus loin. Puis j'ai tout le temps été un peu hyperactif. Fait que moi, dans le fond, quand je jouais au baseball, qu'est-ce que j'aimais, c'était lancer. Fait que si je lançais pas, je jouais aux chansons, mais je trouvais qu'il manquait un peu d'action aux chansons. Mais quand je lançais, par exemple, j'adorais lancer. C'était comme c'était moi contre le frappeur, puis c'était une game, puis là, j'allais chercher mon adrénaline que j'avais besoin. Fait que, moi, j'ai joué longtemps. J'ai joué Bantam. Après ça, j'ai été repêché junior majeur. Junior majeur. J'ai joué un peu midget. J'allais tout le temps. J'étais pas capable d'arrêter. J'allais jouer un peu midget. J'allais jouer un peu junior 2A. Puis là, maintenant, mon coach junior majeur, il a dit là, parce que je me rappelle, j'avais été au championnat provinciaux. Je pense que c'était mes junior 2A. J'avais pas joué de l'année. J'avais joué 2-3 games de l'année. Puis j'étais au chanson, j'ai une balle au chanson, j'ai la pogne. Puis il y a un gars qui part du 2 et qui essaie d'aller marquer. Puis là, moi, j'ai l'ego gros comme le stade. Là. C'est sûr que tu ne me battras pas du deuxième but. Et là, je lance une bine au marbre, mais en lançant ma bine au marbre, j'ai comme lancé mon bras en même temps parce que là, j'ai comme disloqué mon épaule. J'étais plus capable de bouger mon épaule. Là. Puis j'allais dans mon camp junior la semaine d'après. Fait que là, quand je suis arrivé au camp junior,
Là, mon trainer, tu sais, il me dit comment tu t'es fait ça, nanana? Ah, je me suis fait ça en m'entraînant. Il savait, là, tu sais. Ouais. Tu sais, on se rappelle que mon camp junior, il était à Sherbrooke, là. Fait que, puis que mon provincial, il était à Sherbrooke aussi. Fait que là, il dit, ah ouais, c'est ça. Il dit, Max, je te dis ça de même, là, tu choisis qu'est-ce que tu veux, là, mais si tu veux faire carrière au hockey, il faudrait peut-être que tu arrêtes de jouer au baseball parce que là, tu peux pas faire les deux puis arriver à ton camp junior puis à être blessé. Là. Fait que là, c'est là que j'ai fait, ouais, OK. Fait que là, il a fallu que je choisisse entre les deux, puis j'ai choisi le hockey. OK. Puis après ta carrière pro, tu es devenu entraîneur. Ouais. En ce moment, tu coaches au cégep. C'est encore le cas ou je t'ai Ouais. stalké sur LinkedIn? Ma casquette, Ouais. l'éclat Québec, ouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, ouais, les Gaillards. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi que tu aimes dans le métier d'entraîneur? J'adore redonner. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que les coachs m'ont donné. J'aime ça redonner. J'aime ça quand un joueur il me demande des conseils, je donne un conseil, il l'exécute, ça fonctionne, puis voir la fierté en lui qui est comptée, de voir son amélioration. J'aime ça voir un plan à long terme, un développement à long terme. Tu sais, moi, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que collégial, je prends un gars de 17 ans, il peut être là jusqu'à 18 à 20 ans. Tu sais, fait que pendant 3 ans, je travaille avec, puis après ça, mais tu sais, puis j'aime le fait de j'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière, puis je peux apprendre aux boys ou d'un côté, je peux leur expliquer, leur dire qu'est-ce qui s'est passé, puis d'essayer de ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs, parce que j'aime ça dire que j'ai fait des erreurs dans ma carrière qui m'ont empêché d'aller à certains points. Fait que j'aime ça je pense, souvent les gars ils vont dire, mais là, tu sais, pas mes joueurs, mais souvent quand tu vas parler à du monde, ils vont dire, mais là, toi, tu as fait ces erreurs-là. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'éduquer un jeune de ne pas faire les mêmes erreurs parce que moi, je les ai faites. Pas parce que moi, je les ai faites que c'est intelligent puis je vais laisser un autre kid se planter parce que moi, je les ai faites. Moi, j'ai passé par là. J'ai passé par le junior, j'ai passé par le pro, j'ai passé par l'Europe. Il y a plein des affaires que les gars, ils viennent me demander comment c'est. C'est ça que j'aime. C'est redonner, puis c'est rester dans la game. Souvent, là, tu demanderas à un joueur, qu'est-ce qui est le plus tough? C'est d'arrêter d'être dans la game. Arrêter d'être. C'est sûr que là, je ne suis plus dans la chambre, mais la relation que tu as entre joueurs, la relation que tu as dans une équipe, c'est tough à manier de couper. Fait que moi, c'est ça que j'aime. L'ambiance de famille, d'équipe de hockey, ça, c'est quelque chose qui n'est pas recherchable ailleurs. Là. Mm-hmm. Puis là, on a essayé de trouver une inspiration pour le podcast d'aujourd'hui. Puis là, avant qu'on aborde celle que tu nous as dit, tu m'as vraiment dit que ton plus grand idole, c'était ton père. Tu veux-tu en parler? Oui, mais mon père, c'est mon plus grand idole parce que tantôt, je t'ai parlé que mon père il avait eu le buffet Boisclair. Tu sais, c'est sa business, puis ça allait vraiment bien. Puis, ben là, tu sais, moi, j'étais jeune dans ce temps-là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'étais jeune, mais mon père, il a fait faillite. On a parti de notre maison, une grosse maison à Saint-Charles. J'étais en 6e année. Puis après ça, on a été dans un 5,5 dans un appartement à Drummond. Puis jamais là-dedans, tu sais, on s'entend, je jouais au baseball, je jouais au hockey, intercité, là, c'est des coups. Là. Puis jamais là-dedans, mon père m'a dit, écoute, Max, il va falloir que tu choisisses entre ça ou entre ça, parce que sinon, papa, il n'y arrivera pas. Moi, j'ai une sœur, on n'a jamais manqué de rien. Mon père, il y a tout le temps, il y avait 3, comme quand il a perdu sa compagnie, il y avait 3 jobs pour subvenir je dis mon père, mais je dis ma mère aussi, parce que les deux ont fait les mêmes sacrifices. Il y avait 3 jobs pour subvenir à nos besoins. J'ai continué à jouer du hockey. Honnêtement, j'ai jamais senti que mon père il avait fait faillite. La seule, je le savais parce qu'on n'allait plus au restaurant chaque jour ou qu'il travaillait ou qu'il s'appartenait, mais j'ai jamais senti que mon père, il n'y a plus d'argent pour moi. Là. Dans le fond, moi, j'ai continué à vivre la même vie. Il a fait faillite, puis c'est pour ça que je te dis que c'est un modèle pour moi, parce que c'est un modèle de persévérance, un modèle de jamais abandonner, puis il s'est relevé, puis après ça, il a continué à avoir d'autres jobs, puis il ne s'est jamais laissé abattre par ça. Il ne m'a jamais fait sentir que mon hockey ou mon baseball, c'était trop, puis ça l'empêchait d'avoir des... Honnêtement, mes parents, ils ont tout le temps sacrifié leur plaisir pour moi et ma soeur.
Fait que, on s'entend que c'est ça, là, quand que tu pars d'une faillite, ça a été facile. T'sais. Puis même des fois, mon père me le dit. Je suis rendu pee-wee, puis mon père, des fois, me le disait, j'avais besoin de patins, puis il trouvait des commanditaires, puis il faisait des spaghettons, puis des tournois de golf. Je te dis, c'était... il voulait vraiment pas que je manque de rien. J'ai réussi à jouer midget 3, qu'on s'entend quand tu joues midget 3, ça coûte 12 000 $ par année. Puis j'ai joué au midget 3, là, il aurait pu dire non, tu ne joueras pas au midget 3, j'ai pas les moyens que tu joues au midget 3. Non, il a trouvé une façon de me faire jouer au midget 3, puis il a trouvé une façon que je sois capable d'avoir des écoles de hockey, d'avoir des entraînements, d'avoir des saisons dans l'intercité. C'est pour ça que je te dis que mes parents, j'ai dit mon père parce que c'est plus mon père que je pense, mais ma mère a tout le temps été là aussi. Fait que mes parents, c'est vraiment mes inspirations là, pour. J'essaie d'être comme, là, j'ai 2 enfants, moi j'ai un petit gars, j'ai une petite fille, puis c'est quand que tu commences à. Mon gars, il a commencé à jouer au hockey, il fait 3 ans. Là. C'est là que tu te rends compte que, maudit, ça coûte bien cher jouer au hockey, tu sais. Hey, bon, puis là, ça pousse comme des mauvaises herbes à cet âge-là. Fait que tu changes tout le temps l'équipement puis tout. Puis, tu sais, fait que là, je me disais, aïe, je jouais baseball intercité, hockey intercité. Mes parents, ils allaient me mener là. Puis, tu sais, il y avait 3 jobs, là. Ils allaient me mener là, ils venaient me rechercher. Puis, je manquais pas de pratique nulle part, là. Fait qu'ils ont vraiment sacrifié leur vie pour moi, là. Ben, pour moi puis ma soeur. Fait que c'est pour ça que c'est mon inspiration. Ouais, ça va être plate de parler de Jerome McGinley après ça. Il est cheap, lui. Ouais, c'est ça. Jerome McGinley, lui, il a-tu sacrifié sa vie pour toi? Non. Non. Jerome McGinley, non. Ça, c'est pas une inspiration. C'est plus un modèle de joueur que j'aurais aimé être, que malheureusement, que je pensais être. Puis que un coach m'a pété ma balloune. Puis après ça, je me suis rendu compte Richard? que... Non, c'était pas Richard. Hey, ça, là, c'est... J'étais à un camp à Houston, dans la Ligue américaine. Puis mon coach, tu ne dois pas le connaître, là, il a coaché dans Pittsburgh dans le temps. C'est Kevin Constantine. Ben, je connais le nom. Ouais, ben c'est ça. Puis là, il me rend compte après 2-3 pratiques, là, il me demande, puis mon anglais était rusty un peu dans ce temps-là, puis il me parle, puis il me demande, il dit, à qui tu penses que tu ressembles? Hey, moi, je suis tout confiant. Moi, je pense que je suis un scoreur, puis tout. Moi, je dis, il y a Ron McGinn là. Lui, il l'avait coaché, il me regarde. Il fait, really? Ben oui, he can score, he can hit, he can fight. Il te dit, tu te prends pas pour un ton de balle. Hey, my God, il dit, je pense que tu ne comprends pas, là. Tu sais, à qui que je ressemblais, finalement, selon lui? Hey, Chris, là, j'ai descendu de mon piédestal. Je ne sais même pas si tu vas le savoir, c'est qui, là. C'est un noir qui a joué à la nationale. Hey, je pense, attends, je peux-tu faire un guess? Essaye-le. Peter Worrell. Non. Un petit peu meilleur. Joel Ward. Ah, ben quand. C'est pas si. Ben oui, mais là, moi, je pense que. Tu voulais être Jerome, là. Moi, je pense que je suis Jerome McGinley, là. Puis tu me dis que je ressemble à Gerald Ward, là. Puis moi, je te dis que tu ressembles à Peter Worrell. Tu dis que je ressemble à. Tu sais, on n'est pas en même place pendant tout, là. Fait que là, il dit, toi, t'es comme un gars de même. T'es un grit and grind. Puis tu vas chercher des chippy goals, puis tout. Hey, moi, je sortais d'une saison de 70 goals. Je disais, voyons, de quoi qu'il parle, lui? Là, après ça, j'ai bien compris que. Pour la Ligue américaine, non, je ne fais pas un Jérôme McGinley. Puis après ça, tu regardes ça. Jérôme McGinley, il a à peu près 600 goals dans la Ligue nationale. Il se battait, il frappait. Non, finalement, il avait raison. Je n'étais pas un Jérôme McGinley. Mais je regardais comment le gars il jouait. Il faisait tout sur une glace. Peu importe, on s'entend, on se remémore en 2004, là, peut-être que vous autres êtes un peu jeunes, mais en 2004, là, quand il s'est pogné contre Vincent Le Cavalier en finale de la Coupe Stanley, ce gars-là, il score des buts, son équipe adore, il drop les mitaines, il va frapper un gars. C'est comme incroyable. Là. C'est le genre de gars que j'aurais voulu être, que je pensais que j'étais, mais finalement, j'étais un Joël. C'était un Joël! J'étais un Joël! Je suis juste un Joël. Mais ouais. Mais ce que je voulais dire, c'était genre, moi j'ai commencé à suivre le hockey en 2004, dans les playoffs de 2004, fait que ça fait que j'avais 6 ans. Puis après, là, mon père devait tout être content que je lâche les Legos pour le hockey. Puis là, 2005,
tout craqué pour la saison, pas de saison. Pas de saison. Puis là, le dernier épisode d'Isaïe, c'était l'anecdote d'Isaïe, mais là, c'est l'anecdote d'Anthony. Moi, je me rappelle, Maxime, de t'avoir vu jouer quand j'avais 6 ans en 2000, pendant le lockout avec les Saguenayens. Avec les sacs contre les voltigeurs? Ouais, moi, j'étais dans les estrades. Là. Ouais, j'avais 6 ans. Là, genre. Hey, ça me rajeunit pas, ça, là. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as dit d'après que tu avais tu t'étais fait péter à la bulle comme quoi tu étais un joueur? Bah, c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai su que j'allais jamais être un Jérôme Higgin là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais. Mais ça, c'est le gros problème des joueurs de hockey, hein, l'auto-évaluation. Ouais. On a beaucoup de misère à s'auto-évaluer, puis je me suis bien rendu compte que j'ai eu beaucoup. Parce que, honnêtement, des fois, je pose cette question-là à mes joueurs. Tu sais, qui tu penses que tu ressembles à la nationale? Aïe. Ah, moi, je ressemble à un Victor Edmond. Moi, j'aurais plus All Gill dans la tête. C'est ça. Je veux pas péter ta bulle, là, mais non, t'es vraiment pas un Victor Edmond. T'es un 6e défenseur collégial. Lui, c'est un premier défenseur de la Ligue nationale. Fait que je pense qu'on se comprend pas, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Ben, moi, j'aurais aimé ça que ça soit filmé. Là. Ton expression faciale, il fait « Ew ». Genre, Joel Ward de Jérôme Higgin là. Hall of Fame à se faire couper par le Canadien il y a 2-3 ans. Ben, c'était en plein ça. Fait que je fais moi finalement, OK, j'ai compris. OK, mais c'est quoi tu penses que, mettons, qu'il a fait autant, tu sais, sa réputation à Jérôme Higgin là, c'était quoi sa plus grosse qualité? Bah, c'est un guerrier. De un, c'est un guerrier. De deux, c'est sa passion pour la game. On s'en cachera pas, là. Tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, tu sais, tu regardes un Luc Robitaille, qui a été repêché, je pense, en 9e ronde de la Ligue nationale, Sidney Crosby, Ovechkin, tout le dénominateur commun qu'ils ont, c'est la passion pour la game. Eux autres, c'est des passionnés. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte plus tard. Tu sais, souvent, là, les gars vont dire « Ah, j'ai pas eu ma chance. Le coach, il m'aimait pas. » Non, arrête. Je coach présentement, là, puis il n'y a aucun joueur dans mon équipe que je n'aime pas et que je veux voir faire. Là. Tu sais, je veux pas voir... Moi, mon job, c'est que mon joueur soit le meilleur et que rendre mon équipe meilleure. On s'entend là-dessus. Là, tu sais. Mais moi, après ça, je me suis rendu... Tu sais, pourquoi moi, je me suis pas rendu... C'est ma passion. Tu sais, je n'étais pas un passionné de hockey, moi. Tu sais, moi, je le sais présentement. Tu sais, puis c'est drôle parce que là, je suis coach. Je vais dire, ouais, mais tu n'étais pas passionné, mais tu restes dans le hockey. Oui, mais moi, j'ai joué au hockey. Tu sais, après ça, tantôt, tu me disais, ouais, mais c'est ça qui est encore plus fucké parce que moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas bon. Là, j'étais persévérant. Là, après ça, j'ai commencé à être bon. Puis on dirait que j'ai continué à jouer au hockey parce que j'étais bon. J'avais pas besoin de. Oui, je travaillais. On s'entend que je n'étais pas un naturel. Côté patin ou naturel, mais j'avais du succès facilement. Puis, fait que là, j'aimais jouer au hockey. Moi, que j'aimais du hockey, j'aimais être avec les boys. Là, tu vas trouver ça bizarre que je te dis, j'aimais être avec les boys, j'aimais être une vedette. T'sais, on était junior majeur, t'étais dans ce ben encore là, mais dans le temps, c'est encore pire. On était des petites je continue, t'étais une petite vedette. J'aimais ça. J'aimais le fait d'être en famille, j'aimais ça. Fait que j'aimais le fait de. Tu sais, mais j'ai jamais fait en sorte que. Moi, honnêtement, là, j'ai jamais vraiment écouté de game d'hockey à TV. Je suis pas un fanatique d'hockey, moi. Okay. Tu sais, là, un peu plus. Là, j'ai commencé à être un peu plus fanatique parce que, à un moment donné, j'ai comme fait la paix avec moi-même. OK? Mais j'ai jamais. Quand je jouais, je n'étais pas un fanatique d'hockey. Moi, je jouais au hockey parce que j'aimais ça jouer au hockey, mais j'ai pas aimé en faire en sorte que c'était une job. Quand tu arrives pro, c'est une job. Le cercle amical n'est plus là. Les gars sont là pour ta job. Fait que, tu sais, les autres, fais ta job, puis nanana. Puis moi, je n'étais pas fanatique. J'avais pas la passion. Là, comme, moi, je vais m'entraîner fort. Je vais faire... Tu sais, souvent, là, le monde va dire « Hey, il a fait des sacrifices se rendre là. » Parce que, tu sais, même le gars qui dit il a fait des sacrifices se rendre là, c'est un gars qui n'est pas passionné. Le passionné, ce n'est pas des sacrifices, c'est des choix. Okay. Le pas passionné, ça, c'est des sacrifices. Quand tu as besoin de faire des sacrifices, tu n'es pas passionné. Quand tu es passionné, ce n'est pas des sacrifices parce que tu veux faire ces choix-là pour te rendre plus loin. Mais moi, c'était rendu qu'il fallait que je fasse des sacrifices. Il fallait que je me couche de bonne heure, il fallait que je mange bien, il fallait que je m'entraîne. Ça ne me tentait pas.
Ça me tentait pas, puis c'est ça qui a fait en sorte que ma carrière, j'aime même pas ça dire une carrière, là, mais on s'entend que c'est une carrière, a fait en sorte que je me suis rendu là, mais que j'ai pas été plus loin que là. Mais tantôt, tu disais, qu'est-ce que tu veux dire par, tu sais, maintenant, tu aimes le plus le hockey, est-ce que tu as fait la paix avec toi-même? Ouais, mais parce que souvent, là, quand tu es plus jeune, tu te comprends pas pour, tu sais, quand tu es plus jeune, tu te tapes sur la tête. Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, je serais peut-être là. Comment ça que lui s'est rendu là? C'est comme David. Pourquoi David s'est rendu là? Chris jouait avec, j'ai fait 130 points, David a fait 118 points. Fait là, tu sais, tu te tapes sur la tête. Quand tu es un jeune, tu te tapes sur la tête et tu te dis, j'ai pas fait les sacrifices de. Mais quand tu es plus vieux, là, maintenant, tu te rends compte, ouais, mais si tu n'as pas fait les sacrifices de ou les choix de, il y a une raison. Puis là, c'est là que je te parle de la passion. Puis c'est là que tu as besoin de, si tu veux aller de l'avant puis d'être capable de réaimer le hockey. Moi, c'est mon gars qui m'a fait réaimer le hockey en passant. Là. Mais c'est là que tu as besoin de réaimer le hockey, de dire, hey, j'avais pas la passion, je n'étais pas passionné, mais y a-tu beaucoup de monde qui ont eu la carrière que j'ai eue? Y a-tu beaucoup de monde qui ont réussi à vivre du hockey, qui ont été joués en France, qui ont été joués au Kazakhstan, qui ont été joués aux États-Unis, qui ont appris l'anglais grâce à ça, payés? Non. OK. Fait que là, on peut-tu ramener ça un peu plus comme, OK, arrête de te taper sa tête, tu as vécu plein de choses que plein de jeunes, tu sais, arrête d'être égoïste à un moment donné, là. Arrête de penser qu'il y a rien que toi sur la terre, il y a plein de jeunes qui auraient aimé ça, juste de vivre le 1/10 de toi. Toi, tu as réussi tu n'as pas réussi à aller où tu voulais, mais tu as quand même réussi à avoir un petit peu. Bon, mais la raison que tu n'as pas été là, elle est là la raison. OK, fait que là, deal avec. T'sais, deal avec que tu n'avais pas la passion, deal avec, mais après ça, pense que tu as vécu beaucoup plus de choses que beaucoup de gens auraient aimé ça vivre. Okay. C'est plus ça. Puis après ça, puis c'est pour ça, tu sais, ça, c'est une affaire que j'aime pas parce que, tu sais, souvent, le monde va me parler, ils vont dire, hey, ils vont parler à mon gars, ils vont dire, hey, tu vas être aussi bon que ton père. Tu sais, ça, c'est des affaires que j'aime pas. Ben, c'est pas que j'aime pas, mais tu sais, comme, hey, il n'a pas besoin d'être aussi bon que son père. S'il peut être meilleur que son père, good. S'il peut être plus passionné que son père, good. Mais s'il n'aime pas ça, il fera quelque chose d'autre. Moi, mon gars, s'il veut faire du ballet, I don't care. Je veux que mon gars soit heureux, puis qu'il soit passionné. Puis, tu sais, là, je te parle, puis c'est pas mes parents qui m'ont poussé dans le hockey. Là. Mon père et ma mère m'ont jamais dit, hey, faut que tu joues au hockey, nanana. Ils m'ont dit, hey, si tu joues au hockey, couche-toi de bonheur, fais ça, fais ça. Ça, ils me l'ont dit parce que c'est une discipline de vie. C'était pour faire quelque chose, fais-le comme il faut. Mais ils m'ont pas dit, sauf qu'ils m'ont dit, si tu commences quelque chose, finis-le. Mais si tu n'attends plus, arrête. C'est pour ça, que j'ai arrêté. Mais moi, c'est comme ça que j'ai à mon gars. Hey, si tu veux jouer au hockey, mon gars joue au hockey, joue au baseball. Si tu veux jouer au hockey, good. Moi, je ne te pousserai pas, je vais être derrière toi. Si tu as des conseils à avoir, papa va te les donner, viens me voir. Papa ne te dira pas quoi faire. Anyway, tu as 7 ans. Là. Fait que fais ce que tu as à faire, là. On s'entend. Mais si tu veux faire. Moi, si tu veux faire d'autres sports, hey, vas-y. Là. Moi, puis j'aime ça. Là. Des fois, mon gars, il a joué au soccer au début, puis j'allais là, puis moi, je connais absolument rien au soccer. Là. Puis j'aimais ça, puis je veux pas que mon gars ait la pression d'être comme moi ou de. Tu sais, parce que tout le monde, on s'entend, là. Hein? Le père de Maddox Boisclair, le fils de Maxime Boisclair, tu vas scorer autant de buts que ton père, tu vas-tu faire autant de points? C'est pas grave, ça. T'as-tu du plaisir? T'as-tu du plaisir? Oui, that's it. Fais juste ça. Quand t'auras plus de plaisir, on fera d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ça? Tu as tellement une belle vision de ça, puis genre, puis c'est cool que déjà tu l'instaures pour ton fils qui est jeune, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça peut mettre de la pression sur son dos, puis que déjà tu te dises, hey, aie du fun, puis si tu veux changer, c'est vraiment une belle vision pour eux. Ouais. Moi aussi, je trouve ça pour vrai, je suis impressionné. C'est le fun. Je trouve que tes joueurs sont chanceux d'avoir un coach qui n'est pas genre, hey là, performe. Non, c'est aime ça, puis tu performeras. T'sais. Ben, fais appel ça. Honnêtement, la seule affaire que je dis à mon gars, puis je dis à mes joueurs, je dis la même chose à mes joueurs. Je dis, OK, on pratique à soir, on joue, OK. Premièrement, OK, écoute ton coach. Ben, ça, c'est qu'est-ce que je dis à mon gars, pas à mes joueurs. Je dis, écoute ton coach, respecte ton coach, OK, travaille fort, par exemple. Tu sais, je te dis pas, je veux pas que tu sois le meilleur, mais je veux que tu travailles le plus fort que tu peux pour que quand tu sors de la glace, tu ne dises pas, ah, j'aurais peut-être pu un peu plus, ou non. Travaille fort,
puis aie du plaisir. Ça, c'est ça l'affaire que je veux que tu aies. Puis là, c'est la même affaire que j'ai à mes joueurs. J'ai hey, on n'est pas obligé d'être la meilleure équipe, mais il faut travailler fort. Puis on s'entend là que tu n'as pas de plaisir si tu ne travailles pas fort. Si tu ne travailles pas fort, tu manges une table, tu vas dire ah, Chris, c'est plate. Mais si tu travailles fort puis tu perds 2-1, tu vas dire Chris, au moins j'ai travaillé fort. Puis j'ai donné... Fait que ça, c'est mon leitmotiv à mes joueurs. Je dis hey, travaille, mon gars. Travaille fort, amuse-toi, mais travaille fort. T'sais, mais je ne veux pas tuer le meilleur. Je veux que tu travailles fort. Le travail le plus fort que toi, tu peux aller. That's it. Sois le meilleur de toi-même. Sois pas le meilleur des meilleurs. Sois le meilleur de toi-même. Fais ça, mais that's it. C'est beau. Oui. On va revenir à Jerome McGinley parce qu'on parlait de ça à la base. Mais j'ai juste une dernière question pour toi par rapport à Jerome McGinley. Il a gagné 2 fois le Maurice Richard, 1 fois le Art Ross. Il a 1300 points en plus de 1500 matchs. Hall of Fame en 2020. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut toujours, avec maintenant presque 32 équipes, hein, le Kraken, on en parlait justement, ouais. Moi et Isaïe, qu'on va embarquer dans le bandwagon du Kraken. Non, juste toi en tout. Juste toi en tout. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours juger la carrière d'un joueur en regardant s'il a gagné la Coupe Stanley? Parce que tu sais, Jerome McGinley, il ne l'a jamais gagné. Je pense pas, moi. Je pense pas que tu peux. Parce que il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Tu peux être un très, très bon joueur, un très bon leader, puis tu ne gagneras jamais la Coupe Stanley. Hey, tu as 32 équipes, là. 31, mais là, bientôt 32. Tu as 32 équipes. C'est plus comme dans le temps, là, qu'il y avait 6 équipes, puis le Canadien en gagnait 10. Tu as une chance sur 6, tu as une chance sur 32. Il faut que tous tes joueurs soient en santé. Il faut que tous tes joueurs ils performent au bon moment. Je pense pas que parce que un Ovechkin, s'il n'avait pas gagné la Coupe Stanley, est-ce que c'est un mauvais joueur? Non. À un moment donné, le gars, il fait ce qu'il a à faire. Il essaie d'amener sa gang ensemble, mais s'il y a des impondérables, quelqu'un il se blesse, whatever, qu'est-ce que tu veux que le gars fasse, honnêtement? Tu ne peux pas faire rien d'autre que... Puis ça revient à dire qu'est-ce que je dis à mon gars. Sois le meilleur de toi-même. Après ça, tu peux pas rien contrôler d'autre. Tu fais qu'est-ce que tu peux, puis tu essaies d'être un bon leader, puis d'emmener toute la gang ensemble. Puis après ça, tu espères juste que les As vont s'aligner, puis que ça va être l'année. Mais hey, une équipe sur 32 à chaque année, en plus avec le cap salarial, puis on s'entend qu'à cette heure, les joueurs, ils ne restent plus trop souvent dans la même équipe, là, plus trop longtemps dans la même équipe. Je pense pas que tu peux juger un joueur par sa Coupe Stanley ou pas. OK. Donc, Isaïe, on est rendu maintenant à nos segments. Yes. Donc, on va commencer, Max, avec le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment qui nous permet de voir si on est un épais ou un génie dans les prochaines semaines, prochains mois. Cette question-ci dans les prochains mois. Donc, notre question pour toi, Max, qui remportera la Coupe Stanley en 2021? C'est loin, là. C'est loin. Oh, oui, c'est loin, mais... Trempe-toi, là. Là, t'es le premier de notre cuvée d'inspiration à te mouiller. Okay. Parce que tous ceux qui ont fait des prédictions par rapport à la Ligue nationale, c'était pour 2020. Félicitations aux gagnants. On l'a annoncé sur notre page. Puis là, c'est toi le premier, Max. C'est toi qui va avoir la plus grande difficulté parce que c'est dans le plus gros gap. J'y vais, je me lance, je me mouille avec l'Avalanche du Colorado. Ah ouais? Pourquoi? Ben là, je pense qu'ils ont tout. Ils ont tout, à part un gardien de but, puis je pense qu'ils vont aller le chercher cette année. Là. Maintenant, je pense que Joe, c'est un gars intelligent. Il a gagné des Coupes Stanley avec un bon gardien de but. Fait que là, je pense que Joe, il sait qu'il a besoin d'un bon gardien de but. Ah, Joe Sakic, tu parles. Ouais, Joe Sakic, le GM, ouais. Je pense Joe, c'est qui ton chum Joe là? Ouais, Joe Sakic, je pense que, tu sais, honnêtement, tu regardes là, leur défensive, leur attaque. C'est dur d'avoir ça. Là, ils ont au trade deadline, pas au trade deadline, là, mais au UFA, là, ils ont été chercher d'autres joueurs. Ils ont été chercher de la profondeur. Puis on s'entend qu'il y aurait presque dû gagner l'année passée. Là. C'est dur de gagner la Coupe Stanley avec 10 joueurs qui se blessent en même temps. Là. Mm-hmm. Puis, ton troisième goaler goal. Là, ouais. Ton troisième goaler goal. Fait que c'est ça. Je pense que je serais prêt à mettre pour un petit l'Avalanche. Ouais. OK. Nous, pour notre part, on va faire notre prédiction dans l'épisode numéro 20. Okay. Isaïe, mais qu'est-ce que tu en penses de la prédiction de l'Avalanche? Ça me semble logique. Bon choix.
Ouais, moi, j'aime ça. Je pense que le Colorado, là, moi, je suis vraiment pas un fan des Stars de Dallas. Là. Fait que j'étais vraiment surpris qu'ils se rendent jusqu'en finale. Je pense que le Colorado avait vraiment une meilleure équipe. Mais peut-être que les blessures, comme tu as dit, Max, ont fait vraiment que l'Avalanche était diminuée puis comme surtaxé ces gros canons. Donc, je pense que on verra à l'épisode 20, mais ça se peut que j'aille dans le même sens. Puis en plus, là, tu vois que les jeunes de l'Avalanche, là, ils ont pris une année d'expérience. Non, c'est l'Avalanche all the way. On s'entend que pour gagner la Coupe Stanley, il faut que tu sois chanceux, les blessures, puis tu aies un bon timing. Mais si sont chanceux côté blessure, là, l'Avalanche all the way. J'aime la confiance. Ouais. Avant le début de la saison, j'aime la confiance. On va passer à notre prochain segment, Max. Je te demande, c'est notre segment controversé, donc une question qui va te faire réfléchir. Je te demande, est-ce que tu es pour le fait que les jeunes jouent plusieurs sports en même temps à leur jeune âge? Oui, ben oui. Moi, je suis un pro multisport, honnêtement. Je suis un contre spécialisation hâtive. Là. Je pense que, comme moi, j'ai joué au baseball longtemps. J'ai joué au hockey. Puis, dans mon baseball, le fait qu'il y a des choses que j'ai pu transposer dans mon baseball et vice-versa dans mon hockey. Puis moi, j'adore le modèle américain, là, Prep School qu'on appelle. Là, Ouais. tu es obligé de prendre 3 sports. Il y a le sport d'été, le sport d'automne, puis le sport d'hiver qu'ils appellent. Là. Puis dans ce temps-là, tu vas te chercher plein de compétences, là, puis tu touches à tout. Puis, parce qu'à un moment donné, je trouve que au Québec, un des problèmes au Québec, c'est la spécialisation hâtive. Honnêtement, on dirait que les parents ils se disent que si leur garçon ne joue pas au hockey 12 mois par année, 5 jours par semaine, mais là, ils vont être en retard. Puis moi, je connais beaucoup de personnes que le problème qui est arrivé, c'est que, puis on l'a vu dernièrement aussi, là, dans les dernières années, là, qui arrivent jusqu'en majeur, puis les joueurs ont tellement joué du hockey qu'ils n'ont plus la passion, ils n'ont plus l'ambition de jouer au hockey, ils sont juste tannés, rendus à 17-18 ans de jouer du hockey. Fait que moi, de jouer du hockey dans le moment. Puis moi, dans le fond, j'ai tout le temps, même présentement, là, je suis entraîneur de hockey, puis j'ai des joueurs qui jouent au soccer l'été, puis ils arrivent au camp d'entraînement en retard parce qu'ils sont dans leur finale de soccer. Puis moi, ça a tout le temps été de même avec mes parents aussi. Mes parents m'ont tout le temps dit, quand tu commences un sport, tu le finis. Puis ça a tout le temps été de même avec mes coachs que quand j'étais dans le baseball, mais j'arrivais dans mon camp de hockey quand que mon baseball était terminé, puis vice-versa. OK. Puis à quel âge tu penses que la spécialisation doit se faire? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est la question la plus difficile à répondre. À quel âge? Honnêtement, tu regardes un gars comme... Est-ce qu'il y a un âge que tu peux vraiment te faire ta spécialisation? Tu regardes un gars comme Tom Brady, Tom Glavine, c'est des gars qui étaient aussi bons au baseball qu'au hockey. Je pense que Brady était aussi bon au football qu'au... Je sais pas si c'est au baseball. Il était repêché par les Expos. T'sais, honnêtement, est-ce qu'il s'est spécialisé très tôt? Je ne croirais pas. Là. Dans le fond, c'est des gars qui... je pense que tous les sports peuvent t'amener quelque chose de mieux, quelque chose que tu peux transposer dans un autre sport. Fait que, honnêtement, je pense que le plus longtemps que tu peux... Je pense que le problème, c'est à un moment donné, tu arrives à un âge que, comme moi qui est arrivé, il a fallu que je choisisse entre le baseball et le hockey parce que là, j'étais rendu midget 3 au baseball, midget 3 au hockey. Et le midget 3 au baseball, mais le camp d'entraînement, il était l'hiver. Fait que là, c'est là que le problème, il faut que tu choisisses un sport. Mais je crois que si... C'est pour ça que j'aime le modèle américain, que ça te permet de jouer à tout ton prep school, même que souvent tu peux aller universitaire américain, puis avoir une bourse, parce qu'on s'entend que c'est difficile d'avoir une bourse, excuse-moi l'expression, mais une full ride, une bourse complète, c'est ça, une bourse complète dans un sport, parce que si tu excelles dans 2 sports, mais tu peux avoir une bourse, disons, baseball, puis une bourse hockey qui fait en sorte que ça paye toute ton école au complet. Fait que je pense, honnêtement, je pense pas qu'il y a d'âge. Il faut juste que tu sois capable, tant que tu es capable d'accomplir tous les sports que tu peux en même temps, moi, je pense que tu dois continuer. Isaïe, prochain? Yes. Segment découverte. Donc, on la pose à tout le monde. Fait qu'on va commencer à avoir des noms, une liste de noms.
Donc, la question pour toi, Max, un jeune joueur que tu conseilles aux gens de surveiller. Donc, au hockey, y a-t-il un jeune joueur que tu nous conseilles de regarder pour les futurs? Autant dans ceux que tu côtoies que dans la Ligue junior, que même Ouais. un jeune dans la Ligue nationale. On te laisse la porte ouverte. Un jeune joueur. Ben, je crois qu'un joueur comme. Là, je vais aller à la Ligue nationale parce que c'est dur un peu de dire un joueur de mon junior ou un joueur collégial de le surveiller parce que oui, il peut faire les bonnes choses, mais il y aura en tout cas, peut-être pas juste la chance d'eux, tandis qu'un joueur de la Ligue nationale, mais il a réussi, puis il a un peu plus de crédibilité, si on peut dire. Là. Mais tu regardes un gars comme Yannick Gourde, c'est un joueur. C'est un bon choix. C'est un joueur qui n'a jamais été repêché junior, il n'a jamais été repêché Ligue nationale. Il a toujours réussi à faire son chemin, il travaille fort et il fait les bonnes choses. Puis c'est un joueur qui a tout le temps été sous-estimé. Puis dans le fond, lui, il s'est tout le temps dit ben, regarde-moi aller. Puis je pense qu'il y a un gars comme Yannick Gourde, un joueur de persévérance, un gars de fierté. Mais je pense que tu regardes un joueur comme ça, puis il n'a jamais eu facile. Mais c'est un joueur que tu dois surveiller. Oh my God. Moi, j'aime la réponse. C'est vraiment, en plus, d'actualité parce qu'il vient de gagner la Coupe Stanley. En plus. Ah non, pour vrai, ça, c'est une belle histoire de pas être. Je pense qu'il n'a pas été repêché junior ni Ligue nationale, ça se peut-tu? Non, pas junior ni Ligue nationale. Hey, ça, c'est. Faut vouloir. En plus, c'est ça, puis le Coupe Stanley en plus, fait que c'est. OK. Dernier segment, Max, on en a parlé un peu dans notre première heure. Au sujet de ton parcours, même avec Jerome Higgin, surtout avec l'anecdote de Joel Ward. Joel Ward, oui. J'étais vraiment content que tu sois là. Puis je suis convaincu que tu vas nous offrir un bon point de vue là-dessus. Je suis sûr que tu me vois venir. Tout le mouvement là, Black Lives Matter qu'il y a eu dans les dernières semaines, derniers mois dans le sport, comment tu as trouvé ça, toi, de ton avis personnel? Est-ce que c'est quelque chose... Je veux juste ton avis général. Pour vrai, j'ai juste hâte de t'entendre parler de ça. Qu'est-ce que c'est quelque chose? Je pense pas qu'il faut diminuer ça. Là. On s'entend que c'est difficile de mon point de vue présentement, québécois, vivant à Rouyn-Noranda, Drummondville. Je pense pas qu'on vit beaucoup de racisme. C'est sûr que si tu vas dans certaines villes aux États-Unis, là, tu vas en vivre plus. Mais tu sais, je ne veux pas diminuer la chose, sauf que je crois qu'à un moment donné, c'est facile de se victimiser. De se victimiser. Il y en a qui disent j'ai pas fait ça, c'est à cause que je suis noir, à cause de telle couleur ou whatever. À un moment donné, faut que tu sois capable en tant que personne de te regarder dans le miroir. Puis est-ce que c'est vraiment à cause de ta couleur que tu n'as pas fait de telles choses? Oui, je comprends, il y a eu des segments ou pas des modèles, mais des exemples dans la Ligue nationale qu'on c'était du racisme pur et simple envers la couleur, mais je crois que le racisme, il y en a partout. Dans le fond, c'est pas qu'il y en a partout, mais le racisme, il n'y en a pas tant que ça. Honnêtement, quand il y en a, on le sait beaucoup. Dans les sports, je crois que ça sort beaucoup plus, si on s'entend frog ou. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais vécu de racisme en tant que tel quand j'ai joué. Ou bien, par des coachs en tout cas, là, j'en ai pas senti. C'est sûr qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des coachs qui aiment moins les Québécois? Peut-être, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun coach qui veut que son équipe perde. Fait que tu sois québécois, asiatique ou peu importe, si tu fais gagner son équipe, mais il va passer par-dessus son racisme. Là. Fait que, est-ce que le Black Lives Matter, à un moment donné, oui, je pense que c'est bien d'en parler parce que je pense que la chose à faire pour l'éducation, c'est d'en parler. T'sais. Puis, honnêtement, je crois que le problème, c'est pas. Oui, le problème, c'est le racisme. Mais je crois que le problème, c'est l'ignorance. Je crois que la façon qu'il faut voir les choses, c'est par rapport à la. Imagine que c'est par rapport à la troisième personne. Moi, j'appelle ça la troisième personne. Et puis, c'est drôle parce que j'en parlais justement avec un de mes bons amis, Bruno Gervais, cet été, que lui, il travaille avec un groupe, ça s'appelle Respect. Puis,
j'ai fait son école de hockey à Bruno cet été, puis j'ai parlé aux jeunes, puis c'est ça qu'on venait ensemble au Bruno. C'est la troisième personne. Est-ce qu'il y a une personne qui peut être raciste envers une autre personne? OK, oui. Mais là, qu'est-ce que la troisième personne va faire? Est-ce qu'elle va se fermer les yeux et faire semblant qu'elle n'a rien entendu? Ou elle va prendre, tu as le choix d'aller voir la personne qui était raciste et dire hey, je pense que ça se fait pas. Mais il y a du monde qui ne sont pas à l'aise là-dedans. Mais un autre choix que tu peux faire, c'est aller voir la personne qui était victime de racisme, puis juste lui dire hey, qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas bien, puis nous, on n'est pas comme ça. Puis juste comme ça, la personne qui a été victime de racisme, mais elle va se sentir appuyée. Puis l'autre personne qui était raciste, puis elle va voir qu'il y a d'autres personnes qui appuient la personne victime de racisme, elle va voir, ouais, finalement, je suis peut-être dans le champ, peut-être que je devrais pas être comme ça. Puis c'est comme ça que, je pense que c'est comme ça qu'on va faire le changement. Je pense que présentement, dans le racisme, le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui se ferment les yeux. Trop de personnes qui se ferment les yeux, trop de personnes qui font semblant de ne pas le voir. Est-ce que tout le monde est à l'aise de s'interposer? Non. Mais tu peux aller voir la personne qui est victime de racisme, puis juste lui dire hey, moi, je suis là, puis si tu as besoin de parler, mais je suis là. OK. Mais est-ce que tu penses que ces grands modèles-là, tu sais, comme ceux qui ont vraiment pris cette cause-là entre leurs mains, là, des LeBron James, je pense à toi, Isaïe, vu que tu es vraiment fan de basket, ces grandes icônes-là, est-ce que tu penses que ça passe par eux pour qu'il y ait vraiment des changements de mentalité, surtout dans des endroits moins faciles aux États-Unis? Ben, ça va dépendre de leur action. C'est bien beau prendre un LeBron ou prendre juste pour prendre un LeBron, mais ensuite, est-ce que LeBron est-ce qu'il va faire en sorte qu'il va faire rejaillir comme sa crédibilité à un plus haut point que juste être LeBron James? Qu'est-ce que LeBron peut faire pour la cause? À qui il peut parler? Comment il peut s'impliquer? C'est là qu'on va voir les personnes qu'eux ont choisi. Il ne faut pas juste qu'ils se disent « OK, moi, ils m'ont pris parce que c'est mon nom, mais mon nom va faire en sorte que ça va régler tout. » Non, honnêtement, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire des tribunes? Est-ce que tu vas en parler? Est-ce que toi, tu as déjà été victime de racisme? Est-ce que comment que toi, tu as vécu ça? Et puis, je pense en parlant, ces personnes-là, comment ils vont prendre leur crédibilité, comment ils vont prendre leur popularité, puis en parler vraiment plus que juste prendre leur nom. Mm-hmm. Mais tu sais, on a vu des matchs qui ont été carrément annulés pour la protestation. Là, des matchs, c'était rendu en deuxième ronde d'Isaïe au basket. Là. Je pense que c'est les Bucks de Milwaukee qui avaient fait le premier je pense, ouais. Ou c'est deux premières rondes. Hein? C'est au début. Là, Ouais. Mais toi, tu penses... Ouais, vas-y, Antoine. Non, vas-y. Mais tu penses-tu que toi... Tu sais, parce que c'est un beau geste, là, théoriquement, de... Il y a une pensée pour ce mouvement. Il y avait une pensée pour la victime. Je me souviens plus si c'est George Floyd. Blake. C'était Blake. Ouais. C'était une belle pensée, mais tu penses-tu que c'est ce genre de geste-là qu'il faut mettre ou c'est plus que ça encore? Ben, je vais te poser une question, moi. Depuis ce temps-là, est-ce qu'on en a réentendu parler beaucoup? Pas tant que ça. Mais moi, tu sais, je suis beaucoup le foot de la NFL. Puis là, maintenant, la NFL, tout dans le derrière de leur casque, ils ont tout un message qu'ils peuvent passer. Fait que, tu sais, au moins, c'est ça. Là. Ouais, non, mais je comprends le geste, puis je respecte le geste, sauf que moi, je pense que c'est un geste. Le geste était fait, puis après ça, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est à cause que je suis à Rouyn-Noranda, là, mais on n'en a pas vraiment entendu parler. Tu sais, comme. T'as raison. Le geste s'est fait, puis après ça, on n'a plus entendu parler. Puis après ça, tu vas me dire, ouais, mais si elle n'avait pas fait le geste, on n'aurait pas plus entendu parler. Ouais. D'accord. Sauf que c'est là que je te dis, OK, le geste est fait. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire plus que boycotter une game ou se mettre à genoux? Je parle pas de faire un riot là, puis de tout brûler. Non, je pense qu'il faut parler beaucoup, puis faut beaucoup parler, puis c'est sûr que moi, là, j'ai été victime de racisme à un très bas niveau, mais on s'entend qu'un gars comme LeBron James, là, c'est sûr qu'il a été victime de racisme là, quand il joue à quelque part. C'est sûr que lui, c'est un gars de même, il faut qu'il parle. Il faut qu'il fasse des tribunes, il faut qu'il parle de sa vie. Parce que là, tout le monde veut être LeBron James. On s'entend, là, tout le monde aimerait ça être LeBron James parce qu'il voit toute la fame qu'il a et l'argent qu'il fait, mais c'est sûr que LeBron James, il a vécu des moments que c'était pas aussi facile que ça. Mais là, c'est sûr qu'il faudrait que LeBron James il parle de quand c'était pas facile, quand il était à Akron, à Cleveland, puis que
il vivait dans un 2,5, puis ses parents étaient pauvres, puis que là, il était victime de racisme, whatever. C'est plus ça que le monde veut comprendre que des protestations de on empêche une game. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la prochaine étape? Mettons, moi et Isaïe, là, si on veut aider cette cause-là, c'est quoi qu'il faut faire? En parler. C'est parler. Plus qu'on va en parler, puis là, je parle pas juste de Black Lives Matter, je parle de tout le racisme, je parle de tout. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va spread it awards, là, comme on va. Ben, tu sais, je pense qu'à un moment donné, le monde ils vont se rendre compte. Puis puis quand que je t'en parle d'en parler, mais c'est ça, il faut en parler, puis il faut amener des exemples concrets. Je crois que le monde dise comme ouais, OK, il y a du racisme, mais le monde ne se rend pas compte qu'il y a du racisme tant qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui a été victime de racisme ou tant qu'ils n'ont pas entendu un exemple concret de ah ouais, OK, ça. Ou des fois, même des fois, il y a du racisme. Puis je pense que le monde ne sait même pas c'est quoi du racisme. Tu sais, parce que c'est tellement ancré dans notre dans notre inconscient, notre subconscient que tu sais, hey, mon noiro, tu sais, moi personnellement, mais c'est du racisme pareil, mais parce que tout le monde se dit ah, mais là, le petit noiro, c'est pas si pire que ça. Mais le racisme, on s'entend qu'il commence à bas échelle, puis à un moment donné, il monte à gros échelle. À un moment donné, il devient systémique. Là, c'est ça. Fait qu'il faut juste en parler. Il faut en parler, puis il faut. Plus que le monde en parler, plus que ça va se répandre partout dans le monde, puis c'est juste ça, je pense. OK. Fait que, en tant que personne détenant un bac en RH, je vais vous dire que d'en parler, la gestion de la diversité, c'est le racisme systémique, là, c'est vraiment présent. On en a des cours à l'université là-dessus. Puis, Max, je suis content que tu es venu nous en parler ici à Inspiration. J'avais vraiment hâte. Ça a été retardé un petit peu qu'on en parle, mais je suis super content. C'est là-dessus qu'on va terminer le podcast. Pour vrai, moi, là, j'ai tellement ri, là, les anecdotes de Richard Martel, de Joel Ward. Pour vrai, un énorme merci, Max, d'être passé à Inspiration. Isaïe, comment tu as aimé ça? J'ai vraiment apprécié connaître ta vie, Max. Puis effectivement, j'ai beaucoup ri moi aussi. Un très bon podcast. Fait que merci de ta présence, Maxime. Ben, merci de m'avoir demandé. Puis tu remercieras ton père et ta mère de leur job de PR. Oui, exactement. Ça, c'est mes bookers. Tes bookers, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, je suis super content. Moi, je ne pensais pas un jour dans la même heure de podcast de parler d'anecdotes de Richard Martel, en même temps de faire des leçons de croissance personnelle puis des leçons de Black Lives Matter. Là. Ces trois aspects-là dans le même podcast. Pour vrai, merci, Max, d'être passé. Avant qu'on termine, on veut vous encourager à aller nous suivre sur le plan de match qui est au www.inspiration.com. Allez nous suivre sur YouTube, Spotify, iTunes. Allez nous mettre 5 étoiles. On est partout. On est sur Instagram, Facebook, Twitter. Là, Inspiration, là, comme on l'écrit toujours. Là, on est là à peu près partout. Sinon, en terminant, on veut encore remercier Drummond Music de nous fournir une excellente voix malgré les conditions de Zoom qui font fâcher Isaïe. Donc, Isaïe qui n'aime pas la plateforme Zoom. Mais bon, c'est avec ça qu'on doit composer pour les prochains mois si on veut s'en sortir de cette pandémie-là. Puis, le prochain épisode, c'est le numéro 20. Puis, si vous vous rappelez, comme on l'a dit en début de podcast, si vous vous rappelez, nous, quand c'est des chiffres ronds, on fait rarement ça en petit. Donc, suivez-nous dans les prochaines semaines. Là, on va vous donner des indices de qui s'en vient pour l'épisode numéro 20. Puis, on va être super fiers de vous l'annoncer. Donc, en mon nom et le nom de toute l'équipe d'Inspiration, on vous souhaite un excellent 2 semaines. Puis, on se revoit d'ici là pour un autre concept d'Inspiration. Yes, merci, Max. Merci. Meilleur succès à vous, les boys. Lâchez pas. Merci. Ouais.